J'en ai marre, il est déjà 13 h, j'ai toujours pas les résultats. Là j'en peux plus là en fait, j'ai envie de savoir où je vais être affectée parce que j'ai envie de déménager en fait. Donc si je suis affectée en dehors de Paris, j'aimerais bien le savoir. Après, j'espère toujours être acceptée à Versailles ou à Créteil, mais je sais pas. Peut-être que mes camarades en parleront sur le groupe WhatsApp, hein. Peut-être que je vais avoir des nouvelles d'ici là. Donc voilà, je suis dans l'attente là, 13h04. Playback and action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, j'ai été admise au concours de l'agrégation d'art plastique et donc maintenant ce qui se joue pour moi ça va être les vœux d'affectation et donc le stage qui va se dérouler sur 1 an l'année prochaine. Je fais cette vidéo à titre un petit peu, j'ai envie de dire explicatif, mais je vais pas aller non plus dans les détails puisqu'il s'agit là de ma propre expérience et je suis pas encore une experte au niveau de l'administration de l'éducation nationale. Mais voilà, là récemment donc j'ai eu mon affectation d'académie, c'est-à-dire que avant les résultats des concours et avant même les deuxièmes sessions, la session d'admission des concours, puisque avant d'abord on a l'admissibilité et ensuite l'admission, entre ces deux périodes on fait tous des vœux donc sur la plateforme du CIAL dans lesquels si on passe plusieurs concours on hiérarchise les concours. Donc en premier j'ai mis l'agrégation et en deuxième le CAPES. Ça se déroule à peu près voilà du 5 mai je crois au 5 juin puisque il me semble que le dernier jour de l'agrégation c'était le 4 ou le 5 juin. La deuxième phase de vœux ensuite elle arrive bien plus tard puisque là elle est même pas encore ouverte, c'est le 11 juillet pour moi qu'elle est ouverte. Je vais vous expliquer. En fait on a eu les résultats donc de l'académie dans laquelle on allait être le 4 juillet selon les points qu'on a, selon notre barème, on appelle ça comme ça, et selon notre qualification, c'est-à-dire voilà, il y a des places pour les fonctionnaires stagiaires, nous on est stagiaires donc on fait des vœux pour être stagiaire. Mais l'année prochaine on va devoir refaire des vœux pour notre titularisation. J'espère que c'est pas trop, que je vous perds pas trop. Le barème il peut changer selon si vous avez des enfants, si vous êtes handicapé ou si vous avez un rapprochement de conjoint à faire, si vous êtes pacsé ou marié. C'est pour ça que sur le CIAL, au préalable, quand vous faites votre première phase de vœux, vos premiers vœux d'académie, on vous demande de remplir un formulaire avec toutes vos informations. Pour ma part, il n'y a aucun point à ce niveau-là qui est rentré en jeu. J'ai mis que j'avais un concubin, mais ça ne vaut absolument rien en termes de points pour l'éducation nationale. Ce qui va compter pour moi, ça va être surtout l'obtention du concours de l'agrégation, puisqu'en fait quand on a le concours de l'agrégation, on part avec des points en plus. Il me semble qu'on a 100 points quand on a l'agrégation, c'est-à-dire que par rapport à ceux qui ont eu le CAPES, on a par exemple 100 points pour avoir passé l'agrégation. Et ensuite, selon notre classement, moi je suis 17ème, on m'a dit que c'était à peu près 30 points, enfin que c'était pas grand chose. Normalement, vous avez des points en plus. Et c'est pareil pour le CAPES, si vous êtes premier du CAPES, vous avez des points en plus. Donc moi, j'ai eu des points en plus. Et c'est pour cela que le 4 juillet, quand il y a eu le résultat des points, j'ai notamment pu avoir mon deuxième vœu. C'est quand même incroyable puisque il y en a qui n'ont pas forcément ça. Surtout quand on a le CAPES par exemple et qu'on n'a pas un bon classement, c'est plus difficile d'avoir les vœux qu'on veut. Après moi j'avais demandé Versailles, c'est demandé mais ça va, c'est pas non plus une académie avec une forte attractivité. Mon premier choix c'était Paris, bien sûr il n'y a pas forcément de place sur Paris, j'ai un camarade qui a eu Paris et qui notamment a 2 enfants donc ça a pu jouer aussi, ça a pu faire peser la balance. Pour vous dire par rapport au CAPES, j'ai par exemple une camarade qui a eu CAPES de lettres cette année, de lettres modernes il me semble, elle a eu son 5e vœu. Comme elle est originaire de la région parisienne, j'imagine qu'elle a mis Versailles, Créteil, tout ça, mais elle a eu l'Alsace. Alors que, enfin voilà, c'était son 5e vœu. Donc pour vous dire, les concours, ça entre fortement en jeu quand vous n'avez pas forcément d'autres points. Là, je suis dans l'attente donc de la deuxième phase qui va ouvrir le 11 juillet et qui se referme le 15 juillet. Ça dépend des académies par contre. Parce que quand vous avez votre affectation d'académie, on vous renvoie vers des liens de site internet de l'académie avec des lettres pour ou des explications pour les nouveaux entrants. Avec des dates pour éventuellement les pré-rentrées, des dates pour la formation qu'on va suivre. Quand on n'a pas le Master MEF, on est obligé de suivre une formation, je vous en avais parlé. Et vous avez donc aussi la liste des zones géographiques sur lesquelles vous allez pouvoir faire vos vœux. Parce qu'on ne fait pas des vœux, en fait je ne savais pas, mais voilà, il y a une deuxième phase de vœux, mais on ne fait pas des vœux d'établissement, on ne fait pas des vœux de ville, on fait des vœux de zones géographiques.
Par exemple pour Versailles, on a voilà, la région des Hauts-de-Seine, on a Mantes-la-Jolie, on a la région du Val d'Oise, donc voilà où est-ce que j'en suis pour l'instant. Je vous dirai bien sûr quel résultat j'ai eu, mais je voulais vous tenir informé vis-à-vis de ça si vous souhaitez passer les concours de l'éducation nationale. Quand je serai affectée dans un établissement, j'aurai donc un tuteur ou une tutrice qui va m'aider donc à faire mes premiers pas en tant qu'enseignante, et j'aurai une formation à côté, formation durant laquelle je vais apprendre des choses que je vais pouvoir tout de suite appliquer dans ma classe, puisque j'aurai une classe, mais j'enseignerai bien sûr non pas à temps plein mais à temps partiel. Ce n'est pas le cas par exemple de ceux qui ont un master MEF, parce que eux ils ont déjà enseigné, ou alors ils ont fait un stage, ou alors enfin, ils ont déjà eu la formation. En tout cas ils peuvent tout de suite enseigner à temps plein mais sont quand même stagiaires de l'État. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On se retrouve donc le 18 juillet quand j'aurai les résultats donc de la seconde phase de vœux, les réponses définitives de mon affectation. Bisous. Alors voilà, ça ressemble à ça, la plateforme pour faire des vœux, Aladdin. Je sais pas si c'est que pour l'Académie de Versailles, mais voilà, c'est un petit jeu de mots, voilà, Aladdin, faire des vœux, pour rendre tout ça très amusant. Là, on vous demande de prioriser des établissements, mais moi je veux bien mettre lycée, mais ce sera pas au lycée, quoi. Je vais forcément tomber au collège. Bon, là, vous avez l'endroit pour faire vos vœux. Là, il y a tout ce qui est comment on fait la procédure d'affectation. Avec les zones géographiques, on a le choix. On nous montre les zones géographiques et je vous montre comment ça se présente. Voilà, ça c'est toutes les zones de Versailles, ici. Et donc là, on vous montre, voilà, là c'est toutes les villes. Saint-Germain, les zones de Versailles. Voilà, il y a tout ça. Voilà, et puis vous avez un onglet là au-dessus, information personnelle. Donc là, on voit le concours que j'ai passé, tout ça. Et au-dessus, il y a mon nom. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, bah on va faire les vœux, hein. Saisir vos vœux. Et là, on me montre toute la zone. Donc là, on doit faire les ordres de préférence. On doit mettre toutes les zones qu'il y a ici. Voilà, il faut sélectionner 12 zones, je vous dirai les ordres de préférence. Et puis, on verra les résultats. Voilà. Ça y est, ça fait quelques jours que je connais mes résultats donc d'affectation. Je sais où je vais effectuer mon stage l'année prochaine, c'est définitif. Je suis pas aux anges, je suis pas non plus hyper déçue par ce résultat. C'était pas mon premier vœu, c'était pas mon deuxième, ni mon troisième, ni mon quatrième, mais c'était mon 5e vœu. Donc je suis un petit peu mitigée. Je vous avais dit que je vous dirais quels étaient mes vœux de zone géographique. J'ai demandé les Hauts-de-Seine en premier vœu, j'ai demandé Vanves, Saint-Cloud, Clichy, et ensuite je me suis un petit peu, donc on est obligé, hein, comme ça s'éloigne de plus en plus, j'ai envie de dire, j'ai demandé Saint-Germain-en-Laye, parce que j'aime bien et que la ville en tout cas est assez accessible depuis le RER A, je connaissais assez bien déjà. Et en 5e donc Versailles, et ensuite voilà, Massy-Palaiseau et tout le reste qui est plus loin encore, Paris, Mantes-la-Jolie, tout ça. Donc parmi tous ces vœux, j'ai eu mon 5e vœu, donc Versailles. Je serai donc enseignante dans le 78 l'année prochaine, dans une jolie ville, ça va, je trouve que ça a l'air plutôt engageant. J'espère que l'établissement sera aussi très bien. Voilà, le désavantage, c'est que c'est plus loin de Paris que ce que je pensais. Quand on met les zones géographiques, ensuite on met aussi des villes de référence. Il y a 3 villes environ par zone géographique et moi j'avais mis Versailles, mais c'est quand même assez éloigné de Versailles. Ça reste, je dirais, de chez moi là, ça reste à presque 1h30 de route, donc je comptais déménager et là bon bah ça va être un peu obligatoire d'ici la pré-rentrée. Malheureusement il y a un petit problème aussi, c'est que là où j'habite en fait actuellement il y a aussi l'INSPE de Paris, l'INSPE Molitor, je pense que c'est ça, là où j'effectuerai ma formation, donc ça aurait été en fait plutôt avantageux, mais le fait est que je vais devoir déménager quand même pour être entre cet endroit où j'effectuerai ma formation et le collège dans lequel j'enseignerai à mi-temps. Tu veux venir faire coucou? Non. Je connais très bien les ficelles de la télé. Je peux vous dire que ce sera coupé au montage. Mon copain va revenir faire ses études sur Paris et sera dans un des campus de la Sorbonne qui sont sur Paris en fait. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de faire un peu l'entre-deux.
Heureusement, la ville dans laquelle je vais être n'est pas très loin du RER. Donc normalement ça devrait le faire. On va essayer de s'arranger pour déménager près d'une station du RER entre les deux, entre Paris et la ville où je vais enseigner. C'est toute une organisation et ça me stresse plus que le fait de préparer des cours pour l'instant. Même si en fait tout devient tellement réel depuis que j'ai appris mon affectation. Je me demande qui sera mon tuteur ou ma tutrice, quels élèves je vais avoir, je me demande quels collègues je vais avoir et j'ai un petit peu l'angoisse de rencontrer le ou la chef d'établissement qui va m'accueillir donc pour la pré-rentrée le 29 et le 30 août il me semble dans mon collège. Pour vous donner une idée de comment sont répartis les gens, en fait on ne le sait pas mais il y a des zones géographiques qui sont faites, il y a des établissements qui sont faits pour accueillir des stagiaires qui ont des places pour des stagiaires, qui ont des tuteurs et je ne saurais pas décrire comment ça se passe mais en tout cas sachez que par exemple j'ai une de mes camarades qui est à Versailles et qui dans le classement de l'agrégation est arrivée une place plus haut que moi, a eu son premier vœu et qui était également Vanves comme moi et donc moi j'ai eu mon 5e vœu donc je sais pas comment ça se passe mais vous voyez peut-être qu'il n'y avait pas de berceau pour les autres de berceau de stage pour les autres vœux que j'ai formulés comme Saint-Cloud, Clichy, Saint-Germain-en-Laye. Donc tout de suite de Vanves c'est passé peut-être à Saint-Germain. Ou alors ces vœux-là, ce sont des gens qui ont plus de points, qui sont arrivés en dessous peut-être en dessous de moi au classement ou qui sont arrivés très haut au CAPES et qui par le fait de leur classement, de leurs points, etc. par tous ces paramètres ont pu avoir un vœu supérieur au mien. En tout cas c'est un algorithme qui calcule ça, c'est pas des gens qui le font et c'est ce qu'on nous dit sur le site. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on reçoit son affectation sur le site. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer l'entièreté du site parce qu'il y a des informations personnelles. On me met bien que c'est à mi-temps parce que auparavant j'ai renseigné sur l'application Colibri que j'avais pas d'expérience du tout et que j'avais pas de master MEF, donc voilà, je serai mi-temps formation, mi-temps et donc ma discipline et bon en dessous vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas remplies, niveau d'enseignement prévu et autres informations sur le poste. Du coup c'est un petit peu flou, je sais pas encore quel niveau j'aurai. On m'avait conseillé d'envoyer un mail au directeur ou directrice d'établissement pour savoir ce qui allait se passer, mon emploi du temps, etc. et pour me présenter. Peut-être que je le ferai pour me présenter, mais en fait je vois que par exemple là on voit nota bene, ces informations sont susceptibles d'être complétées par le chef d'établissement. N'hésitez pas à venir consulter régulièrement cette page jusqu'aux journées d'accueil. Donc c'est possible que là les administrations sont vraisemblablement fermées, que lorsque ça va réouvrir mi-août, et ben peut-être que le chef d'établissement va remplir ces informations. Ensuite, sur le site, donc là c'est l'Académie de Versailles, hein, toujours, vous avez le déroulé voilà, des journées d'accueil. On vous dit comment ça va se passer avec les dates clés. Et voilà, on vous donne tout ce qui est en rapport avec l'accueil dans l'Académie de Versailles. Et donc en dessous vous avez l'information sur l'utilisation d'un traitement algorithmique qui est utilisé justement pour les vœux. Et donc comment on peut faire un recours et à qui écrire quand voilà, on veut faire un recours sur l'affectation. Ce qui ne me concerne pas. Et même si j'avais envie de faire un recours, ça ne marcherait pas parce que j'ai vraiment pas de quoi faire un recours. Après ça reste une affectation d'1 an, donc l'année prochaine il y aura une autre affectation et j'y pense déjà, je sais pas comment ça va se passer, si je vais devoir m'installer là. Et je songe d'ailleurs pour l'année prochaine peut-être me paxer avec mon copain pour éventuellement avoir plus de points puisque lui aussi souhaite devenir prof. Il va passer l'agrégation d'anglais dans quelques années. Là pour l'instant il est en master 1 donc l'année prochaine il sera en master 2. Il pourra passer le CAPES mais il ne pourra pas passer l'agrégation parce que effectivement pour passer l'agrégation on ne peut pas être en cours de passage d'un bac plus 5, on doit avoir directement un bac plus 5. Pour ceux et celles qui ont eu leur affectation, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises parce que j'ai déjà entendu des gens qui s'étaient fait envoyer à Pétaouchnok, je sais pas, dans le sud alors qu'ils n'avaient rien demandé ou en Alsace alors que c'était leur 5e vœu. En tout cas moi j'estime que j'ai eu quand même de la chance. Maintenant ce qui va se passer c'est que je vais quand même préparer des cours pour toutes les classes d'ici là parce que si ça se trouve en fait on va me donner 1 heure pour chaque niveau de classe
Et de toute façon, c'est jamais perdu de préparer des cours pour toutes les classes, puisque ça va me servir dans ma carrière si jamais je fais d'autres établissements, si je fais d'autres classes. Je voudrais profiter du coup de la fin de cette vidéo pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur comment bien se préparer au concours pour l'année prochaine pour l'agrégation. Alors moi je suis pas du tout une préparatrice au concours et j'estime que je l'ai eu un peu par un coup de chance, que je suis pas une bûcheuse, je suis pas quelqu'un qui révise d'arrache-pied. Je pense que je suis tombée sur les bons sujets et je pense que j'ai eu, oui, j'ai eu un peu de chance. Et je pense que mes conseils seront pas d'une grande aide, mais si je peux vous donner une idée de moi, comment j'ai commencé à préparer, et si ça peut vous aider pour ceux qui passent l'agrégation d'art plastique l'année prochaine. Voilà, c'est pas une recette magique, il n'y a pas de recette pour réussir l'agrégation, ça dépend aussi, il y a une part de travail, une part de chance, il y a une part, il y a le moment T, donc je vais quand même essayer de répondre aux questions qu'on m'a posées concernant ça. On m'a demandé par exemple si un niveau en esthétique un grand niveau en esthétique était nécessaire pour le concours. Alors non, il faut pas avoir un gros niveau en esthétique comme cela serait demandé par exemple en agrégation de philosophie, parce qu'on passe pas une agrégation de philosophie et surtout c'est pas vraiment une dissertation d'esthétique qui est au programme, c'est une analyse de texte couplée en fait à une réflexion sur une question, donc c'est un peu un mélange entre un commentaire de texte et une dissertation de philosophie. Je dirais que dans l'idéal il faudrait être un expert forcément, parce que vaut mieux péter les scores, avoir une super note, mais je dirais que tant que vous connaissez les textes principaux, que vous avez abordé les questions principales, si vous bossez vos références par cœur à fond, je pense que ça peut marcher. Il faut juste que vous soyez structuré, que vous appreniez pas juste un seul pan de la question, mais que vous ayez à chaque fois peut-être 3 auteurs, 3 exemples d'œuvres pour chaque partie du programme sur les mondes de l'art. Voilà, les mondes de l'art, quand je dis programme sur les mondes de l'art, par exemple, c'est la manière dont on peut interpréter le sujet, les mondes de l'art au niveau social, les mondes de l'art au niveau géographique, voilà. Il y a plusieurs définitions et dans ces définitions, il faut que vous ayez de quoi décrire ces définitions, de quoi en parler avec des auteurs et des œuvres. C'est comme en histoire de l'art, il faut juste avoir un corpus, l'apprendre par cœur et le maîtriser. Et puis à partir de ce moment-là, si vous le maîtrisez déjà, vous pouvez ajouter des choses qui sont moins majeures. Ensuite, l'épreuve plastique, on m'a demandé comment on prépare une épreuve comme ça qui est vraiment très obscure. Je vous rassure, elle est obscure pour tout le monde et même aujourd'hui, je comprends pas grand-chose à cette épreuve. En fait, le mieux c'est de la préparer avec des professeurs, je vous cache pas. Le mieux c'est de montrer ce que vous faites, faire des sujets. C'est la chose que j'ai le plus préparée cette année et pourtant j'ai eu 7, donc pour pas se foirer, j'ai envie de dire, c'est ne pas dessiner autre chose que ce qu'il y a dans les documents, ne pas faire autre chose que ce qui vous est présenté, c'est-à-dire si c'est des documents avec que des illustrations de maison, vous n'allez pas faire un cactus par exemple. Il faut que vous vous inspiriez, que vous fassiez une recomposition du corpus, vous le réappropriez dans une composition plastique qui est la vôtre. Ça c'est le premier conseil pour cette épreuve. Et deuxième conseil, c'est pour la note d'intention. Il faut que vous la structuriez avec l'analyse très synthétique du corpus et de l'incitation donnée ou du sujet donné, et ayez un corpus d'œuvres anciennes et un corpus d'œuvres contemporaines. Essayez de mettre au moins une œuvre contemporaine, une œuvre ancienne dans votre corpus, car le jury aime aussi qu'on s'intéresse à l'actualité artistique et ça c'est indispensable. Et alors on m'a demandé aussi est-ce que il faut savoir bien dessiner, est-ce qu'il faut apprendre la perspective, etc. Est-ce qu'il faut, j'ai envie de dire, aiguiser sa pratique du dessin. Je vous dirais que oui, parce que moi j'ai eu des cours de pratique graphique, ça s'appelait, et c'était un peu de la remise à niveau en dessin. On voyait des techniques de dessin parce que le prof nous disait qu'il fallait
savoir croquer le plus vite possible, pour pas perdre de temps, parce que 8 heures c'est long, mais c'est quand même court pour ce genre de réalisation. Et donc voilà, il faut, parce qu'en fait ce que les profs, ce que le jury attend aussi, c'est ce qu'on me disait, c'est on attend d'un prof d'art plastique qu'il sache quand même montrer à un élève comment on dessine telle chose si jamais on lui demande. Donc voilà, moi j'ai un camarade qui, pour le sujet, donc sur l'abstraction, il avait une technique en fait, un truc qui marchait à tous les coups. Il faisait une photo du sujet, je vais dire le sujet papier, d'une certaine manière, selon le sujet. Et il faisait une mise au carreau et il redessinait au fusain comme ça, très fidèlement. Et donc c'était très bien dessiné, c'était de très beaux dessins qu'il faisait. Et même pour le sujet sur l'abstraction, il l'a fait et il a eu une très très bonne note, je crois qu'il a eu 18. Donc bien dessiné, ça aide quand même beaucoup. Et comment on appréhende un sujet sur l'abstraction, ça je pourrais pas trop vous le dire parce que moi j'ai pas vraiment réussi, j'ai eu 7 comme je vous disais. Et avec les profs on n'a pas vu de sujets comme ça, on a vu que des sujets figuratifs. Donc je saurais pas vous dire vraiment quoi que ce soit. Je dirais que déjà quand on se frotte à un tel sujet, en fait, il faut pas baisser les bras tout simplement. Et il faut que vous trouviez... C'est toujours la difficulté qui quand même permet de nous dépasser. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, moi j'ai pas eu une très bonne note. Encore que 7, c'est quand même mieux que 2 ou 4 par exemple, qui sont quand même aussi des notes courantes pour cette épreuve. On m'a aussi demandé par quoi commencer en esthétique pour le thème, pour le programme, le sujet des mondes de l'art. Moi forcément j'ai tout de suite dit Howard Baker, Les mondes de l'art. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous préparez le concours, il faut le faire parce que c'est la base un petit peu du sujet en fait. Vous avez une bibliographie qui est à votre disposition. Je vous dirais de repérer dans cette bibliographie tous les ouvrages qui abordent, comme je vous disais tout à l'heure, une définition différente des mondes de l'art. Donc il me semble qu'il y a un livre par exemple, un corpus sur les mondes de l'art mais en termes de géographie. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Géographie des mondes de l'art tout simplement. Vous en avez vous avez Danto qui parle du monde de l'art en tant que définissant ce qu'est une œuvre d'art. Donc là vous avez de quoi, il faut que vous ayez lu un livre de chaque je pense, mais vous pouvez identifier ceux que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont un peu plus connus que d'autres et c'est quand même bien d'avoir les classiques en tête, donc Baker, Danto par exemple. Vous en avez bien sûr d'autres qui sont essentiels. Glissant qu'on a eu cette année au programme, il y avait beaucoup de livres de lui. En fait, quand vous voyez qu'il y a plusieurs livres d'un seul et même écrivain, d'un seul et même philosophe, n'hésitez pas au moins vous informer sur le philosophe ou en lire un parce que c'est fort probable que ça puisse tomber sur lui quoi. Voilà, c'était pas des conseils hyper... c'est des conseils un peu évidents et c'est pas non plus des conseils à suivre à la lettre. Je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre jugement. Le mien n'est pas le plus éclairé, même si je l'ai eu, je l'ai pas... Voilà, je l'ai eu mais j'ai pas eu des notes excellentes non plus. Seulement en esthétique j'ai eu 17, mais pourquoi j'ai eu 17 en esthétique peut-être je demanderai sûrement ma copie pour qu'on voit pourquoi, qu'est-ce qui a marché. C'est surtout parce que je pense que j'ai eu un coup de chance. La veille j'avais lu un truc sur la négritude et j'ai tout ressorti le lendemain pour la disserte et ça m'a bien servi parce que Glissant parlait de colonisation, de centralisation, de décentralisation du monde de l'art, alors que j'avais même pas lu Glissant, j'avais même pas entendu parler j'avais entendu parler de lui, mais je me souviens plus qu'il était sud-africain. J'avais aucune idée en fait de ce qu'il avait écrit, j'ai interprété que ça parlait de ça, et pourtant le texte n'était pas très clair, mais j'ai su deviner, j'ai eu un coup de chance. C'est tout. Je me déprécie pas du tout, c'est juste que je vous montre aussi la réalité de la chose, c'est que c'est pas parce qu'on a l'agrégation qu'on est des gens brillants, en fait, qu'on est des gens au-dessus des autres. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ont le CAPES, bien certainement plus de capacités ou plus de connaissances que moi, surtout que moi j'ai pas suivi d'études d'art plastique et j'ai pas suivi de cursus MEF ou quoi que ce soit. C'est un concours, on passe une fois dans sa vie, on l'a
ça veut pas dire qu'on est les plus forts du monde. Mais c'est bien de l'avoir parce que c'est quand même une réussite, c'est quand même un accomplissement. Et ça nous pousse aussi à être d'excellents professeurs, puisque je m'en voudrais si après tout ce que j'ai fait, je me donnais pas à fond pour mon métier. Mais voilà, ça on le verra par la suite comment ça se passe. Je vous dirai comment se passent mes premiers jours et comment je me sens vis-à-vis de ça et comment je prépare mes cours. Je ferai un petit peu plus de vlogs sur voilà, ma vie quotidienne en tant que prof d'art plastique. Pour le moment là, je vous avoue, j'ai fait plusieurs vidéos très informatives, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de vous aider, vous qui voulez passer l'agrégation d'art plastique ou qui souhaitez aussi passer le CAPES ou un autre concours de l'éducation nationale. J'espère en tout cas que ça vous a aidé et j'espère aussi que les vidéos que j'aurai tournées précédemment pendant ma préparation en motiveront certains, pourront les accompagner pendant la préparation. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de réussite pour ceux qui vont préparer les concours. J'espère que la vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!